Je vais prendre le réseau électrique par exemple, quand il y a beaucoup d'éoliennes et de panneaux solaires dedans, on a besoin d'électronique de puissance. L'électronique de puissance demande un certain nombre de matières premières qu'il n'y a pas en France, demande des circuits, des fondeurs de puces qu'il n'y a pas en France, et du reste qui sont des industries extrêmement capitalistiques et extrêmement concentrées. Donc ça va avec des chaînes logistiques internationales. Les chaînes logistiques internationales, aujourd'hui, c'est du pétrole. Il y a à peu près 20 000 bateaux de fort tonnage de la marine marchande. Dedans, il y a 8 000 pétroliers. Dans un monde sans pétrole, on n'a plus besoin, mais il en reste quand même 12 000. On ne va pas les passer à la voile et on ne va pas tous les nucléariser en 30 ans, ou même en 50. Pouyanné comme Moustache précédemment, quand on les écoute et qu'on travaille dans l'énergie, qui nous dit on perd tous les ans 6% de capacité de production de pétrole. Vous comme moi, toi comme moi, on sait ce que ça veut dire. Alors, les gisements en exploitation perdent. Mais l'AIE l'a rappelé également dans un rapport qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Alors, l'Agence internationale de l'énergie, c'est des grands coquins en ce qui concerne le pétrole. Sur certains trucs, ils font des rapports pourris, ils conseillent à Macron qu'on peut sortir totalement du nucléaire. Ils font du chaud et du froid. Alors non, je parle du pétrole déjà. Sur le pétrole, il faut savoir que l'AIE, très souvent, ils font des scénarios de demande et pas des scénarios de production. Sauf qu'à partir du moment où il y a une demande qui est satisfaite, c'est fatalement qu'il y a la production en face. Et donc tout le monde pense que c'est des prévisions sur la production du pétrole. Bon. Mais c'est des scénarios de demande. Donc en fait, ils peuvent toujours dire derrière, ça ne s'est pas passé comme prévu, mais en fait, c'est parce que la demande a changé et ce n'est pas une affaire de production. Et comme il y a très peu de stock en surface sur le pétrole, on a 3 mois de stock en gros en surface, hein, la production et la consommation, c'est la même chose. En gros, hein. Voilà. Donc effectivement, si la consommation baisse, il y a des gens qui peuvent dire ça n'a rien à voir avec le fait que la production est limitée, c'est parce qu'il y a un pic de la consommation. Les deux arriveront en même temps. Donc, bon. Et alors, de temps en temps, ils sortent quand même un rapport sur la production. Alors, en 2018, dans le World Energy Outlook, c'est là qu'ils avaient dit le conventionnel est passé par un maximum en 2008. Ils l'avaient dit à ce moment-là. Et dans le rapport qui vient de sortir, il y a quoi, 6 mois, 8 mois, enfin dans ces eaux-là, sur le déclin des gisements en exploitation, qui est effectivement un déclin extrêmement marqué, ils ont réitéré le fait qu'effectivement le conventionnel était passé par un pic en 2008, le pétrole conventionnel. Et ils ont également tiré la sonnette d'alarme en disant le taux de déclin des gisements en exploitation est extrêmement rapide. Et donc, en gros, Hartung, quoi. Bon. Donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire méfiez-vous, du pétrole, il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. Attention, c'est ça? Oui, absolument. Vanderbar. Absolument. Au Ship Project, on a fait une analyse il y a maintenant quelques années sur les perspectives de production du pétrole chez les 16 premiers fournisseurs mondiaux, enfin les 16 premiers producteurs mondiaux hors Brésil et Canada, parce que c'est les 16 premiers fournisseurs de l'Europe. Donc on a pris ces 16 pays-là et on a regardé, en se procurant une base de données fournie par Rystad Energy sur l'ensemble des gisements pétroliers de ces 16 pays, comment allait évoluer leur production sous seule contrainte géologique d'ici à 2050. Donc, sous seule contrainte géologique, ça veut dire qu'il n'y a pas de politique climat, il n'y a pas d'obstacle économique en surface à ce qu'on extrait, ce qu'on peut extraire des gisements, etc. Donc, pas de terrorisme, pas de machin. Pas de terrorisme, pas de machin, on ne fait pas péter les infrastructures, le prix du baril est au bon niveau, bref. Et la conclusion de cette analyse, c'est qu'en gros, leur production sera divisée par 2. Et il y a une note qui est transitoirement, qui est fugacement passée sur le site de Rystad Energy, il y a à peu près 1 an, puis qui a été retirée 1 semaine après que je l'ai repérée. Je ne sais pas pourquoi. Une capture d'écran? Non, je n'ai pas fait de capture d'écran, mais Internet fait ça pour toi, donc je peux retrouver la page. Pas tout le temps. De 2024, cette note, dans laquelle il disait qu'en gros, pour la production mondiale, ça allait être à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, à quelque chose près, d'ici à 2050, la production mondiale de pétrole devrait être en gros divisée par 2. Bon, il restera 55-60% de la production actuelle, 50%, enfin bon, dans ces eaux-là. Avec le Groenland, l'Arctique, l'Antarctique. Alors l'Arctique, il n'y a probablement pas de pétrole parce qu'on peut avoir du pétrole que dans les bassins sédimentaires et sauf erreur de ma part, l'Arctique, c'est pas sédimentaire. Le Groenland, il n'y a probablement pas grand-chose dans le Groenland. À nouveau, il faut des bassins sédimentaires. Ça ne peut pas être ni métamorphique, ni volcanique, sinon ça ne marche pas. Et donc, si les pays producteurs voient leur production divisée par 2, ça veut dire que leurs exportations vont être divisées par n'importe quoi entre 2 et plus l'infini. Enfin, je veux dire, il n'y aura plus d'exportation. Or, l'Europe importe 97% de son pétrole.
Donc, ça veut dire que les importations de pétrole d'ici à 2050 pourraient être divisées par n'importe quoi entre 2 et 10, 20, 40, je ne sais pas. Voilà. Si j'étais von der Leyen, je prendrais comme scénario central que ça va être divisé par 5 à 10. Avant ou après la prison ? Que ça va être divisé par 5 à 10. Que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas, c'est-à-dire politique climat ou pas politique climat, contrainte sur les constructeurs ou pas contrainte sur les constructeurs, c'est probablement comme ça que les choses vont se passer. Et à ce moment, on comprend que la décarbonation, c'est pas juste quelque chose qu'on fait pour faire plaisir aux écolos. Ça a aussi cette vertu. Et faire plaisir aux écolos ? Enfin, comme fermer Fessenheim, quoi. Oui, faire plaisir aux écolos. Alors, quand je dis faire plaisir aux écolos, c'est un peu une provocation, parce que moi-même, je suis écolo, et je pense que la sauvegarde de l'environnement, c'est essentiel, parce que c'est notre actif. Je veux dire, c'est la planète sur laquelle on habite, et sans environnement, il n'y a plus d'économie. Hein. C'est bien dans ce sens-là que ça se passe. Hein. Mais il faut comprendre que c'est aussi une politique de sauvegarde, aujourd'hui, de sortir du pétrole le plus vite possible. Donc électrifier la mobilité, électrifier le chauffage, électrifier l'industrie, développer les sources de production électrique bas carbone et développer les économies d'énergie partout où on peut. Je peux briser tes rêves 2 minutes ? Mes rêves sont presque finis. Vas-y. C'est quelque chose qui est le seul moyen de piloter encore à peu près le bateau. Sinon, le bateau va se fracasser sans nous demander notre avis. Et on finira par se récupérer à un moment ou à un autre des choses très désagréables en termes politiques et en termes sociaux. Est-ce qu'il nous reste assez de pétrole pour construire une société sans pétrole ? Alors, en rester assez, je ne sais pas. La bonne question, c'est une fois qu'il n'y a plus de pétrole du tout, à quoi ressemble la société sans pétrole ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de moyens aujourd'hui de se passer de pétrole qui sont eux-mêmes dépendants du pétrole. Je vais rester dans le domaine de l'énergie. Aujourd'hui, pour faire un panneau solaire, une éolienne ou une centrale nucléaire, on a besoin du pétrole. On a besoin du pétrole parce qu'on a besoin de bases industrielles. Si par exemple on avait des aciéristes que pour fabriquer des mâts d'éoliennes et des couvercles de cuves de réacteurs nucléaires, le prix serait juste hallucinant de ces trucs-là. Et le prix n'est pas cher parce que les mêmes aciéristes, dans le même temps, ils fabriquent des couteaux, des fourchettes, des voitures et des armatures de bâtiments. Là oui. Et donc si on avait juste un peu d'acier décarboné fait à l'hydrogène pour faire juste les couvercles de cuve et les mâts d'éoliennes, ça serait pas le même prix et je ne sais pas quelle quantité on pourrait en faire. Aujourd'hui, pour construire ces engins-là, on a besoin des chaînes logistiques mondiales. Parce que les ressources... Je vais prendre le réseau électrique par exemple, quand il y a beaucoup d'éoliennes et de panneaux solaires dedans, on a besoin d'électronique de puissance. L'électronique de puissance demande un certain nombre de matières premières qu'il n'y a pas en France, demande des circuits, des fondeurs de puces qu'il n'y a pas en France, et du reste qui sont des industries extrêmement capitalistiques et extrêmement concentrées. Donc ça va avec des chaînes logistiques internationales. Les chaînes logistiques internationales, aujourd'hui, c'est du pétrole. Il y a à peu près 20 000 bateaux de fort tonnage de la marine marchande. Dedans, il y a 8 000 pétroliers. Dans un monde sans pétrole, on n'a plus besoin, mais il en reste quand même 12 000. On ne va pas les passer à la voile et on ne va pas tous les nucléariser en 30 ans, ou même en 50. Donc, ce qui restera des chaînes logistiques mondiales dans un monde sans pétrole, je ne sais pas. Je ne suis pas capable de le dire. Sans pétrole et sans charbon, parce qu'on peut refaire des bateaux à vapeur. Et donc, combien est-ce qu'on est capable de faire d'éoliennes et de panneaux solaires dans un monde dans lequel on n'a plus du tout de pétrole? Je n'ai pas la réponse et personne n'a la réponse. Il n'y a pas un économiste sérieux qui peut me dire combien on en produit et à quel prix. Pareil pour les réacteurs nucléaires, on ne sait pas. Pareil pour les data centers? Évidemment, pareil pour les data centers. Pareil pour l'électronique de puissance. Donc en fait, c'est très difficile. Donc la réponse à la question qui est, tant qu'on a du pétrole, bâtir le monde sans pétrole, ça on sait faire. Maintenir le monde sans pétrole, je ne sais pas. Ou plus exactement, je ne sais pas ce qu'on sera capable de faire. Et je crois que personne ne le sait. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas essayer d'aller vers un monde dans lequel on a de moins en moins besoin du pétrole? Parce que c'est une affaire de quantité, cette histoire. Hein. En France, aujourd'hui, on doit être à 75 millions de barils jour, un truc comme ça. Pas 75. 75 millions de tonnes par an, pardon. Qui vaut à peu près au prix du taux d'intérêt de notre dette. Alors ça, j'ai pas fait les calculs. Vrai, c'est très rigolo. Mais si on arrivait à descendre déjà à ce 70 à 30, prenons-le. D'accord ? Donc je sais, encore une fois qu'il n'y en a plus du tout, je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui font sens pour aller dans le sens du moins.
et que ces trucs-là, on a moyen de s'y retrouver. Voilà.